le festival de Gérardmer rend hommage à un maître de la poésie cinématographique, un philosophe, un anthropologue, un sage. This year, the Gérardmer Film Festival pays a tribute to a master of cinematic poetry, a philosopher, an anthropologist, a wise man. Et pour débuter cet hommage, c'est un de ses disciples, un autre grand cinéaste lui-même, qui va lui adresser quelques mots dans quelques instants. Let's start now this tribute with a few words from another great director. Hello, my dear Leandro. Congratulations for your tribute at the Gérardmer Film Festival. Unfortunately, I cannot be there as I'm in post-production of my new movie. But I wanted to say hello. As I'm standing in my kitchen, I wanted to show you that behind me is the only movie poster Liv and I have at our house. So every morning, when I make lunch for the kids before they go to school, I look at the poster and I think of you, how much you mean to me, and knowing that I'm your spiritual son. So please, live for many years so you and I can grow old together. I will see you soon. Vous avez bien sûr reconnu Nicolas Winding Refn, le fils spirituel d'Alejandro Jodorowsky, et je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés le président du jury de la critique de cette année à Gérardmer, également journaliste pour la revue Positif, l'inimitable Philippe Rouillet. Mon cher Alejandro, jamais le Festival international du film fantastique de Gérardmer n'a mieux mérité son nom de fantasticard qu'aujourd'hui. Car rendre hommage à votre talent de cinéaste, c'est aussi saluer le poète, l'écrivain, le dramaturge, le metteur en scène de théâtre, le graphiste, l'auteur de bande dessinée, le mime et l'acteur, autant de disciplines artistiques qui, comme la pratique de la magie, les études de psychologie, l'ésotérisme, ont fortement influencé votre pratique du cinéma. C'est ce qui m'a frappé le jour où j'ai découvert les premières images d'un de vos films. C'était à Cannes, en 1989, où Santa Sangré était présent dans la section Un certain regard, qui ce jour-là portait vraiment bien son nom. À l'époque, déjà fervent exégète du cinéma gore, j'en avais vu de toutes les couleurs sur les écrans, mais là, il y avait autre chose. Un authentique vent de folie balayait cette histoire de serial killer, hanté par le fantôme de son ogre de père et instrumentalisé par sa mère manchot, auquel il fournissait ses bras assassins en une version psychédélique et cauchemardesque des Mains dans le lac. Le film était produit par Claudio Argento, le frère et producteur de Dario, mais il ne gardait du giallo que ses flamboyances formelles autour de crimes au couteau, la forte présence du Mexique, de la psychiatrie et de l'univers du cirque, donnant un cachet inoubliable à ces images. Ce monde du cirque, des mutilés et de tout ce qui rentre dans l'ADN de la culture sud-américaine, qui a biberonné d'autres grands cinéastes férus de surréalisme comme Luis Buñuel, vous est familier depuis votre prime jeunesse. Fils d'émigrants russes, vous êtes né en 1929 à Iquique, petite ville du Chili, où vous n'avez pas tardé à devenir clown et marionnettiste, alors que votre père avait pour vous d'autres ambitions. Rassurez-vous, je ne raconterai pas toute cette extraordinaire épopée, puisque vous l'avez fait vous-même dans un film extraordinaire, à mon sens le plus abouti à ce jour de votre filmographie, La Danza de la Realidad, sorti en France en 2013 et projeté bien sûr ici, à Gérardmer, dans le cadre de votre hommage. Certes, tout ce que vous y montrez est terriblement romancé, mais pour moi, et pour vous aussi j'en suis sûr, c'est d'autant plus vrai que tout y est faux. Vous y apparaissez vous-même, mais les rôles principaux, celui de vous jeune et celui de votre père, sont tenus par deux de vos fils. Ce qui est un autre aspect de votre cinéma, celui d'une pratique familiale, avec tout ce que ça peut entraîner de choc quand vous invitez votre fils de 7 ans dans la séquence d'ouverture d'El Topo à enterrer pour de vrai son nounours et la photo de sa maman. El Topo, parlons-en. C'est l'histoire d'un pistolero tout de noir vêtu qui va accomplir son destin de mort dans une quête existentielle qui l'entraîne au bord de la folie en plein désert. L'art du découpage et l'ultra-violence n'est pas sans rappeler le western spaghetti.
Mais si on invoque Sergio Leone à propos de ce film, il faudrait tout de suite envisager un croisement avec le cinéma du délirant chirurgien Raoul Ruiz, un autre conteur né, attiré par le surréalisme et les récits populaires. Avec ce film, et comme plus tard dans Santa Sangre, on sent chez vous un intérêt pour le cinéma de genre dont vous aimez distordre les codes pour les amalgamer à votre univers personnel. Et avec El Topo, vous avez drôlement bien réussi votre coup, puisque ce film, dès 1970, est à l'origine d'une pratique que tous les fans de fantastique et de bizarrerie pelliculaire affectionnent encore aujourd'hui, la séance de minuit. Pendant des mois, votre film a tenu l'affiche de l'Elgin, un fameux cinéma new-yorkais, avec une unique projection hebdomadaire, fréquentée par le quota de la cinéphilie et des people. C'est ainsi que vous avez attiré l'attention de John Lennon, l'ex-Beatles, qui a convaincu son manager de financer votre film suivant, votre grande fresque visionnaire des années 70, La Montagne Sacrée, qui vous a valu votre surnom de Cécile Baby de l'Underground. Vous avez dit un jour que La Montagne Sacrée permettait aux spectateurs de connaître les sensations procurées par la drogue sans avoir besoin d'en consommer. Un sacré programme sur lequel bien d'autres se sont cassés le nez et auquel on saurait toutefois réduire ce film. Quête mystique, fable sur l'alchimie et miroir aux alouettes d'une société en pleine crise identitaire. La Montagne Sacrée est au-delà de tout cela une grande leçon de cinéma où chaque photogramme serait digne d'être analysé, mais aussi d'être accroché sur les murs d'une exposition. Aujourd'hui encore, le film me fascine par la succession de ces images symboliques qui comptent parmi les plus fortes de votre cinéma. Des squadrons s'envolant d'épées, des corps exécutés, à cette attaque des temples aztèques reconstitués avec des maquettes et d'authentiques iguales des crapauds déguisés en guerriers. On pourrait parler encore des centaines de crucifix modelés sur la silhouette de votre protagoniste et du défilé des religieux brandissant des cadavres d'animaux écorchés et crucifiés. À vrai dire, vos films sont irracontables puisque la narration n'est que le vecteur des émotions et des sensations que vous souhaitez faire partager à vos spectateurs. En cela, on peut parler d'une expérience de cinéma totale qui aurait dû culminer au mi-temps des années 70 avec votre adaptation du chef-d'œuvre de science-fiction écrit par Frank Herbert, Dune. Cette coproduction internationale, vous y avez travaillé 2 ans et demi, réussissant à engager comme acteur Orson Welles et Mick Jagger, et pour la musique, les Pink Floyd et le groupe Magma. Au fil des mois, le projet a pris des allures pharaoniques qui ont fini par effaroucher les financiers. L'ensemble devait durer plus de 10 heures et avait l'ambition de devenir rien moins qu'un objet sacré. C'est ce que vous racontez brillamment dans ce long métrage documentaire qui a été consacré à cette entreprise, Jodorowsky Dune, et qui sortira en mars sur les écrans français. En regardant ce documentaire, il n'y aura pas un spectateur pour regretter que cette production n'ait jamais vu le jour. Mais le plus beau, c'est que ce film, soigneusement préparé et jamais tourné, est peut-être celui qui a le plus grande influence sur l'histoire du cinéma. On a beaucoup dit que les vaisseaux de Star Wars, sortis quelques mois après, avaient été inspirés de vos maquettes. Et on sait que Giger, comme le scénariste Dan O'Bannon, qui avait travaillé avec vous sur cette adaptation, ont mis beaucoup de cette expérience dans Alien. Eh bien moi, j'aime l'idée qu'Alejandro Jodorowsky, créateur en 1962 du mouvement Panique, avec Fernando Arrabal et Roland Topor, a porté en lui les germes de la guerre des étoiles et d'Alien. C'est abolir la frontière entre cinéma d'auteur et film à gros spectacle, entre l'art et la vie, entre la magie et la réalité. Une entreprise qui vous ressemble, mon cher Alejandro, et vous n'avez pas fini de l'alimenter. On sait que vous mettez la dernière main à un nouvel opus cinématographique qui relate vos années de jeune adulte entre 1940 et 1950 et qui s'appelle La Poésie sans fin. Je souscris à ce programme et je ne peux que vous demander, pour paraphraser l'apostrophe de Diaghilev à Jean Cocteau, de continuer à nous étonner sur grand écran et dans toutes les formes d'expression qui vous plaira. Alejandro, merci. Nous allons maintenant accueillir le président du jury de Gérardmer 2014, scénariste et réalisateur notamment de l'hypnotique Blueberry, l'héritier de Alejandro Jodorowsky. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Merci d'accueillir Yann Kounen. Mais écoute, moi je n'ai pas de poster dans ma cuisine, mais je suis en pleine post-production du film et je suis ici. Je dirais un peu plus. Mais beaucoup de choses ont été dites. Donc moi j'arrive un peu à l'improviste et j'avais envie de parler
finalement, quand on vient de parler de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait, c'est l'énergie qu'on a reçue, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je parlerais de travail de déconditionnement. On est d'accord, dans notre monde, on a des gens nous imposent des pensées, on a des pensées, on ne les questionne pas. Et le rôle de l'artiste, c'est de travailler à casser un petit peu ce système, de mettre la créature un petit peu à l'air libre pour qu'il invente. Et voilà, moi ton œuvre a fait ça sur moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a montré des portes possibles, des ouvertures. Et pour faire bien ce travail, parce que tous les artistes le font, mais pour bien le réussir, il faut avoir fait sur soi un travail de déconditionnement. Et c'est là où le cinéaste que tu es, et on te rend hommage, je suis heureux, ravi pour toi, et puis c'est beau, quoi. Mais ce que je voulais pointer, c'est que le cinéma, même si ça a été dit, c'est une facette. C'est que qu'Alexandro, on parle de poésie, c'est un mouvement dans différentes dimensions. C'est plus que du déconditionnement, c'est de la décalcification de la conscience, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, dans notre société, on a une conscience bien calcifiée, je dirais même une strate de sédimentation. Et toi, tu fais ce travail-là et tu l'as fait dans différents territoires. Et c'est là où l'art de guérison, on n'en a pas parlé, mais c'est le cinéma, mais l'art de guérison propre, c'est-à-dire tout ce que tu as fait avec la psychomagie, le tarot, tout ce mouvement qui fait, à un moment donné, quand on remplace le cinéma dans ton œuvre, là, c'est génial. Voilà, là, il y a un mouvement, il y a cette force. Et moi, j'ai rencontré d'autres déconditionneurs de conscience, enfin des décalcificateurs de conscience. J'en ai croisé dans l'Inde traditionnelle, j'en ai croisé en Amazonie. Et un jour, il y en a un qui m'a dit quelque chose, et je trouve que la conversation qu'on a eue correspond bien à un sentiment que j'ai là, et où pour moi je te positionne. C'est que le lendemain de cérémonie, on est un peu dans une machine à laver, un peu comme si on avait vu tous tes films, l'un derrière l'autre, pris tes textes, vu tes créations. J'ai dit à ce guérisseur, j'ai dit on est fous, somos locos, todos. Et je crois d'ailleurs que j'étais lucide à ce moment-là, donc on est fous. Et lui m'a répondu, si, somos locos, pero consciente. Voilà, donc on est tous fous, je sais qu'il y a beaucoup de fous ici, d'ailleurs principalement dans le jury, c'est un compliment. Mais des fous conscients, voilà, et toi tu es le maître des fous conscients, et tu es un mec génial, et je voulais juste te le dire et te remercier pour cette énergie que j'ai reçue de toi. Merci Alexandre. Merci à Jean, merci à Philippe, merci au Bruno, le directeur, merci au Lionel, le créateur. Je dois dire que quand je lis le programme de ma présentation, j'ai eu une attaque surréaliste. Parce qu'on dit de moi que j'ai dit que je suis un radiateur avec beaucoup de cicatrices. Et jamais je dis un radiateur, je dis un gladiateur, un lutteur. Mais se tromper comme ça, c'est fantastique.
Je préfère être un gladiateur qu'un gladiateur. Parce que les gladiateurs, c'est pas que je me suis battu pour tout ça. Mais les gladiateurs donnent de la chaleur, peut-être de la lumière. Alors je préfère être un radiateur. Et comme radiateur, je vous donne beaucoup de chaleur. Bueno, je dois dire quelques mots. Ce que tu donnes, tu te le donnes. Ce que tu ne donnes pas, tu te l'enlèves. Je ne veux rien pour moi qui ne soit pas pour tous. Moi, je suis contre le cinéma industriel. C'est pour ça qu'il y a des cicatrices. Il a été créé pour faire de l'affaire. Mais pour moi, l'affaire de l'art, c'est réveiller dans l'autre la beauté qu'il a. Et pour réveiller dans l'autre la beauté qu'il a, on doit se sacrifier soi-même et trouver dans le plus profond du puits la beauté de l'art pour la donner. Je crois que le cinéma, c'est le plus grand art de tous les arts, parce qu'il les contient tous, mais aussi c'est le plus prostitué. Bon, passons par là, faisons une petite prostitution pour avoir une grande illumination. Le profit de cet hommage qui nous est rendu cette année par le festival de Gérard May, Alejandro Jodorowsky. Ça c'est un favor fantastique parce qu'on parle du Graal, non? On dit que le Graal, la coupe qui a contenu le sang de Christ, c'était un diamant qui était dans la forme de Lucifer. Alors ça c'est un Graal, une coupe transparente, pleine d'un sang invisible. Quelle merveille! La photographie de l'hommage à Alejandro Jodorowsky. Vous pouvez de nouveau applaudir. Quand on te fait l'oreille comme ça, signifie que tu es entré dans le tombeau. Mais j'annonce que je viens de finir un film qui s'appelle Poésie sin fin, Poétrie sans fin. C'est dans un mois, j'ai fini La couleur, c'est fini. Et c'est la deuxième partie de la danse et la deuxième partie de 5 films. Donc je ferai encore 3 autres films si j'enlève ma part du tombeau.